retour sur le plateau. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'édition, ce soir nous allons parler nautisme. Et à cet effet, je reçois 4 passionnés de la question, à savoir Monsieur Victor Jean-Noël. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Carl Chipotel sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Claude Tellier. Bonsoir Monsieur Tellier. Bonsoir. Et Rodolphe Seffo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est réunis ce soir pour parler notamment du départ de la Transat Belle-Île-en-Mer, avec effectivement le départ donc, de Kenny. Visiblement, le départ s'est bien passé. Vous nous donnerez quelques petites précisions là-dessus, puisqu'apparemment le temps s'est gâté ce matin. Mais avant de parler effectivement de la course, j'aimerais faire un bilan quand même sur l'activité ici en Guadeloupe. On va commencer avec Monsieur Chipotel, puisque vous êtes responsable de la NASA, qui développe pas mal de nautisme justement sur la ville de Sainte-Anne notamment. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'activité monte en gamme? Oui, on s'évertue à déployer toujours le projet qui a vocation à convertir le plus d'entre nous à la chose nautique, à la mer en vérité. Et puis donc, la NASA poursuit tous les sujets de structuration territoriale autour de Sainte-Anne, mais pas seulement, parce qu'on est aussi impliqué dans l'organisation de l'événementiel qui s'appelle le Traditour. L'occasion de rappeler à nos compatriotes qu'en juillet prochain, c'est cette grande manifestation que commencera la période des vacances. Donc on s'affaire à préparer tout ça et puis à continuer à accueillir les scolaires, les Guadeloupéens qui veulent pratiquer dans un espace avec une offre qu'on essaie d'élargir au quotidien et avec des sujets qu'il serait trop long en fait d'expliciter ici, mais en tout cas le plus simple c'est de venir nous voir et de venir partager tout ça avec nous. Tout simplement se rendre à la NASA, donc juste à l'entrée de la plage du bourg de Sainte-Anne. C'est ça. De plus en plus d'enfants, parce qu'il y a les scolaires qui pratiquent, mais est-ce qu'ils se licencient, est-ce qu'ils pratiquent assidûment? Oui, le pôle sportif c'est en pleine structuration. En vérité, la NASA, depuis 1986, est un club sportif qui est devenu depuis 3 ans et demi maintenant, gestionnaire d'une base nautique. Mais à l'origine, nous sommes bien un club sportif et la question sportive reste au centre de nos préoccupations, avec plusieurs supports que l'on développe, évidemment les dériveurs pour l'apprentissage, l'optimiste, le laser, la wingfoil dorénavant, où on a une section wingfoil qui compte dans ses rangs des champions de France dorénavant. Une belle brochette d'avenir, on va l'appeler comme ça, avec aussi la voile traditionnelle, je parlais du Traditour, avec la planche à voile, la planche à foil, des supports à la fois traditionnels et modernes pour évidemment faire la meilleure représentation de la Guadeloupe possible, alors dans nos eaux déjà, mais également dans la Caraïbe et le plus loin possible. Voilà, donc on s'y attelle. On va se tourner vers les doyens de la discipline, à savoir Monsieur Jean-Noël et Monsieur Tellier. Vos observations justement sur l'évolution de la discipline. Monsieur Chipotel dresse quand même un bilan, un constat qui est assez positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, tout à fait. Et puis, de toute manière, on a coutume de dire que la Guadeloupe, c'est terre de champions. Et en l'occurrence, dans la voile, il y a eu largement ce qu'il fallait depuis très très longtemps. J'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de faire une régate avec Marianne Moss, et qui a été championne du monde dans les fin des années 70 en planche à voile. Et aujourd'hui, on vient d'avoir une surprise extraordinaire il y a quelques semaines sur la Youth America, qui est la Coupe de l'América pour les jeunes. C'est un jeune Guadeloupéen, Enzo Ballanger, qui va être le barreur du bateau français pour la Coupe de l'América chez les jeunes. Donc entre Marianne Moss et Pierre Galas des années 70 ou Serge Marsol ou d'autres, régulièrement il y a des jeunes, des moins jeunes qui réussissent, qui ont des résultats, et ça continue sur la lancée. Donc voilà, moi je suis complètement satisfait de ces résultats, et surtout d'avoir pu participer à l'émergence de tous ces gens qui maintenant naviguent tout simplement, pour beaucoup. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie économique autour du nautisme. Ça marche plutôt bien. Moi, je travaille dans un chantier naval. Les gens ont plaisir à venir aux Antilles parce qu'il y a de la compétence dans beaucoup de domaines. On peut largement élargir ce milieu-là. Donc, il y a du boulot, déjà sur les chantiers. Il y a du travail, c'est sûr. Que ce soit dans le motonautisme, dans la voile, dans le gréement, dans l'électricité, il y a tous les métiers du monde. Et il faut continuer, parce qu'un bateau, c'est une machine, et il faut en permanence l'entretenir. Et je pense qu'il y a un bon espoir de continuer à créer des emplois dans ce domaine-là.
Donc on est au début. On n'a jamais été ni au début, ni à la moitié, ni à la fin. Il faut continuer le combat et je pense qu'il faut que les Guadeloupéens s'attellent à se dire, ben voilà, il y a une manne financière qui vient de l'extérieur, il faut savoir l'appréhender, l'aider, la préparer et les gens viendront de plus en plus nombreux et il y aura un développement crescendo dans ce milieu-là. Moi, j'en suis persuadé. Après, pour intéresser les jeunes, bon, il y a un argument phare, est-ce que ça paye bien les métiers finalement? Oui, alors étonnamment, c'est dans le nautisme, forcément, les gens, pour acheter un bateau, il faut déjà avoir les moyens et on peut amener des salaires qui sont conséquents si la compétence est là et si le résultat du travail est là aussi. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. Des fois, il nous arrive de faire des devis qui sont presque indécents parce qu'on voit des chiffres énormes. Mais à partir du moment où il y a la compétence et qu'il y a les gens qui sont là pour le faire bien, pourquoi pas bien payer les gens? Voilà, tout simplement. Jean-Noël, sur l'évolution un peu de la discipline du nautisme ici en Guadeloupe. Oui, ça progresse. Ça progresse. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Sûrement pas. Sûrement pas. On a des éléments factuels pour dire que c'est une construction permanente. Donc on continue à former des champions, on continue à avoir de la visibilité, on continue à occuper le champ de la course au large, et l'actualité le dit, et on continue à travailler localement pour développer l'emploi, la formation et tout ce qui va bien sur le territoire. Et pour exemple, et illustrer, j'ai jeté l'ancre à Petit-Bourg, après Sainte-Anne, et là, la ville de Petit-Bourg est en train de développer son littoral maritime. Ils veulent faire une base, ils ont un projet de base, effectivement. C'est plus un projet, ça existe. On est dans le vrai. Donc la base nautique de Petit-Bourg existe. C'est une base nautique qui a été mise en place, construite par la CANBT, mise à la disposition de la ville de Petit-Bourg et qui tourne actuellement avec des moniteurs, des emplois locaux, diplômés, et avec des élèves, notamment de la ville de Petit-Bourg, et ça doit se répondre comme c'est une base de la CNBT, sur Goyave et sur toute autre commune qui souhaite envoyer des enfants. Pour l'instant, nous avons la discipline et c'est le kayak, parce qu'on a un plan d'eau absolument calme, on a la rivière Lézard d'à côté. Donc les classes primaires de Petit-Bourg viennent déjà en activité, le lycée des droits de l'homme est déjà en activité, ça tourne. Mais c'est pas pour que les enfants fassent une fois comme ça. Non, ce sont des cycles qui sont en place. On a repris le schéma que nous maîtrisons très bien depuis plusieurs années sur nos bases nautiques. Ce sont des cycles d'apprentissage et nous espérons bien, à l'issue de ces cycles, avec des projets pédagogiques construits par les enseignants, parce que l'éducation nationale accorde son aval, forme ses enseignants, forme des parents accompagnateurs. Donc les enfants sont régulièrement tout au long de la semaine sur la base, comme ça se fait sur une base normale, et ça doit continuer. Ça doit continuer vers la compétition, ça doit continuer vers la transmission de la culture nautique, et ça doit continuer vers tout ce qui tourne autour du développement durable, des métiers de l'ingénierie, les métiers qu'on retrouve après dans le nautisme d'une façon générale. Plus encore, la ville a construit un port ce qu'on appelle un port à sec. Donc, c'est un espace de stockage de bateaux à terre. C'est à la Vinaigrerie. Il y a le port traditionnel, le bassin de mouillage de la Vinaigrerie. Et il y a un port sur une plateforme de 5000 m² qui est amené à progresser, à s'agrandir. Et là, d'ici la fin de l'année, nous allons attribuer, le maire David Nebor va attribuer des marchés pour que ça soit exploité et qu'on puisse lever des bateaux, les poser dans des racks. Ça va être une première en Guadeloupe. Port à sec, bateau levé, posé dans des racks. Donc le propriétaire arrive, il commande son bateau, on lui met son bateau à l'eau, il part et nous partons. Donc on commence à investir sérieusement un peu sur l'activité. Eh bien, ça a toujours été sérieux à notre niveau. Là maintenant, on change un peu d'échelle et on se dit que la Guadeloupe mérite aussi d'avoir de telles infrastructures à côté de la marina, port de plaisance qui existe, qui est un bassin de mouillage, qui ne fait pas de ce qu'on appelle de stockage et de port à sec, à côté du mouillage Fort-Bain. On sait que les Fort-Bain sont une famille très investie. La distance qu'il y a entre le père Fort-Bain, qui avait construit ses appontements avec des conques de lambi et du bois taillé dans du poirier et autres, et les gens
Mathieu et Marc Patrick, paix à son âme décédée, c'est un chantier naval qui est moderne, qui sort des bateaux, les constructions fort bien, avec Marc qui met des bateaux dessus, Mathieu qui construit aux normes européennes, voire mondiales. Donc on n'a pas à rougir de ça. La Guadeloupe continue son bonhomme de chemin sans bruit. Mais ça existe avec des métiers solides, avec un savoir-faire solide. Et nous, c'est notre métier, nous qui sommes autour de ce plateau-là, qui avons toujours été investis là-dedans, puisque on a commencé, on était gamin, on ne lâche pas le morceau. Quand c'était pas à la mode, déjà bien avant que ce soit à la mode ici. Eh bien, on est dedans et on continue de façon moderne à faire attention à ce qui va se passer, donc structurer l'existant pour que les métiers du futur puissent se poursuivre. On ne lâche pas. On est trop conscients, nous qui avons eu beaucoup de bonheur là-dedans, des métiers, du développement que ça recèle. Et c'est à nous de convaincre, mais ils sont très largement convaincus, puisque les constructions du port, par exemple, de Petit-Bout, c'est sous des fonds européens, de la base nautique. C'est pas à Guy Losbar et à David Nebor qu'on va apprendre à profiter des fonds européens pour pouvoir structurer, faire des infrastructures et continuer à avancer. La Guadeloupe est dedans. Donc certaines villes, on va dire, elles s'influencent. On a Sainte-Anne, donc, qui devient une grosse base nautique. On a Petit-Bourg qui est en train de travailler à ça. Oui. Donc plusieurs territoires risquent de suivre aussi derrière. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On l'a toujours espéré. À un moment donné, les Jean Ricler et Jean Eugénie, qui sont nos doyens, rêvaient d'avoir une base nautique par commune. Ça n'a pas été le cas, parce que c'est l'apprentissage de proximité. Sainte-Anne en a largement profité, Petit-Bourg aussi, puisqu'il y a la base Cataraï. Basse-Terre a été leader à un moment. La base de Marie-Galante a existé avec le CISMAG. Goyave continue. Toutes les communes ne sont pas dotées. C'est bien, il ne faut pas faire de grosses infrastructures. Il faut faire des infrastructures à taille humaine qui permettent aux enfants qui traversent la rue, qui sont à l'école là, qui traversent la rue pour qu'ils aillent à la mer, avec des professionnels formés, avec les maîtres nageurs qui vont bien aussi. Ça, c'est un vrai sujet, mais enfin bon, le travail continue à se faire. Apparemment, sur le sud Basse-Terre, ils vont peut-être voir pour la formation. Oui, vu que ça se fait. Ils sont dessus. Le sauvetage aquatique, l'équipement des plages de maîtres nageurs, sauveteurs et tout ça. On doit avancer sur ces sujets-là pour que la mer soit accessible, comme on le disait tout à l'heure, offrir la mer au maximum de Guadeloupéens, faire en sorte que ça soit le prolongement de nous-mêmes, mais c'est en route. On n'est jamais satisfait, on veut encore avancer et on est à la disposition des municipalités en tant que conseil, bien évidemment. En tout cas, on arrive à sortir des champions, futurs champions. Hein, on va se tourner vers Rodolphe maintenant, puisque tu es le plus jeune sur le plateau. Mais tu as déjà quand même 2 routes du Rhum à ton actif. 3 routes du Rhum. Oui. Déjà, à quel moment? 2014, 2018 et 2022. Ah oui, le temps passe Le très temps passe. rapidement. Pas si jeune que ça. Ouais, en fait. Je vieillis, ouais. Effectivement, on a pris quelques années en plus, mais tu restes quand même un très jeune pratiquant, effectivement, dans cette discipline, enfin à ce niveau-là en tout cas de compétition. Toi qui as un œil neuf justement sur tout ça, l'évolution en une dizaine d'années pour toi, positive? Alors, j'ai pas un œil si neuf que ça, parce que moi j'ai commencé la voile, j'étais très très jeune. Victor m'a vu grandir, Claude a été mon entraîneur, m'a accompagné de nombreuses fois au championnat de France, et Karl, j'ai navigué aussi avec lui, j'ai eu la chance de naviguer avec lui. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on voit qu'il y a, comme le Victor le disait, cette évolution, on va dire cette nouvelle façon de consommer la mer en Guadeloupe. Donc on voit que les écoles se tournent de plus en plus vers justement ces nouvelles activités qu'ils appellent nouvelles activités, parce que derrière il y a des investissements, il y a des investissements par les politiques, il y a des investissements par des gens, des passionnés, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure proximité, on va dire, avec l'élément mer. Donc on voit aussi avec l'arrivée de nouvelles courses qui arrivent en Guadeloupe que le côté sportif, le côté compétition, on voit l'évolution de la voile traditionnelle, en tout cas la démocratisation plutôt de la voile traditionnelle. Donc on voit vraiment l'engouement des Guadeloupéens depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à vraiment augmenter en flèche pour la mer et ses différentes pratiques, qu'elles soient de loisirs, qu'elles soient de compétition, qu'elles soient du navire à passagers. On voit aussi qu'il y a aussi de l'évolution sur ce domaine. Donc on voit vraiment, comme je dis, que la mer est de plus en plus au cœur des préoccupations guadeloupéennes. Donc une très bonne nouvelle.
Par contre, tu as soulevé un point. On est effectivement terre d'arrivée pour certaines compétitions, ce qui est une très bonne chose en termes de compétition, en termes de rayonnement international. Il y avait des débats sur Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. On voulait plus que certains voulaient négocier pour que ça n'arrive plus à Marie-Galante, mais autre part. Est-ce que on pourra garder toutes nos courses en l'état, à savoir Route du Rhum avec arrivée ici et effectivement la Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante qui doit arriver ici et précisément à Marie-Galante. Est-ce qu'on est en capacité de verrouiller tout ça, sachant qu'il y a la compétition internationale à ce niveau? C'est donc moi qui me risque à une première réponse. Oui. Alors le sujet est évidemment sensible. La question est de savoir quel intérêt pour la Guadeloupe que ces courses arrivent chez nous. Et moi je peux entendre quelques interrogations sur les investissements qui sont faits sur ces courses. On a parlé de la Route du Rhum, de la Mini Transat qui arrive à Saint-François, de la Nedji, la Belle-Île-en-Mer Marie-Galante qui a existé, qui a disparu, qui réapparaît dans nos eaux, et de se poser la question, est-ce qu'une Guadeloupe en proie à autant de difficultés, chômage, question sur l'eau, question des déchets, question environnementale, etc., en fait, finalement, doit continuer à investir sur ces courses, en tout cas de la force publique, pour continuer à faire arriver ces courses. Alors, la question est évidemment oui pour ce qui nous concerne, mais ce n'est pas un oui de passion, c'est un oui de raison, à condition qu'on se donne les moyens d'en tirer un maximum profit. Il ne s'agirait pas d'accueillir simplement pour le plaisir des autres, il s'agit d'accueillir pour notre intérêt. Et justement que ces courses-là soient premièrement vecteurs d'acculturation pour produire par effet ricochet tout ce dont on a parlé, la fameuse acculturation qui permet d'ouvrir des perspectives professionnelles, de nous éclairer aussi sur les enjeux environnementaux parce qu'on est au milieu de questions qui sont prégnantes, qui sont extrêmement urgentes, même sur la modification du trait littoral. La Guadeloupe se transforme par la montée des eaux, par des sujets d'urbanisme qui sont là aujourd'hui à nos portes. Et puis un intérêt parce qu'il y a dans ce secteur-là aussi, pas que simplement du sport, il y a des opportunités de travail à côté de la construction navale, du transport maritime, de tout ce qui a été cité dans les métiers de la mer. Un des métiers de la mer également, c'est celui d'organiser des courses offshore, mais également des événementiels, c'est celui de l'événementiel nautique, qui doit aussi nous tirer vers le haut et dans lesquels on doit investir en termes de formation pour que, au pilotage de ces courses-là, on retrouve aussi de nos compatriotes avec un savoir-faire qu'il s'agit d'acquérir, mais qu'on a déjà. On construit déjà un certain nombre de courses. Il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux, d'aller conquérir. Donc la réponse, pour faire simple, c'est oui, à condition que. Oui, à condition que on soit, voilà, de ne pas être naïf dans cette affaire-là, de se soumettre à la concurrence aussi, parce que d'autres voudraient en fait finalement qu'elles arrivent chez eux. C'est ça. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas simplement pour des questions de prestige. Il y a aussi tout ce qui relève, et c'est souvent l'argument principal, mais ce n'est pas le seul à mon avis qui doit être exploité. C'est celui de la visibilité de la Guadeloupe, de la vente de la Guadeloupe. C'est vrai, c'est un argument valable. C'est autant d'occasions de parler de la Guadeloupe et d'attirer à nous une manne touristique dans une industrie touristique. Ce sont en fait finalement c'est de la visibilité, de l'affichage positif pour la Guadeloupe. Je dis bien à condition que derrière on sache développer tout l'accueil touristique qui va avec, l'offre touristique, y compris dans le nautisme qui va avec, et qu'on soit présent sur ces sujets-là. Donc la réponse pour un résumé, c'est absolument, il faut continuer, mais il faut continuer en ayant à l'idée, à l'esprit qu'il faut être conquérant, pas simplement spectateur. Donc il y a encore du travail sur le développement des compétitions qu'on a. Oui. On doit les monter en gamme nous-mêmes déjà. Alors on doit monter en gamme sur les compétitions qui existent, telles que le Traditour. On doit pourquoi pas en créer d'autres dans la Caraïbe. Il n'existe pas simplement des courses qui partent en Europe, qui arrivent en Guadeloupe ou dans la Caraïbe. Il peut y en avoir qui partent d'ici et qui vont ailleurs. Il peut y en avoir dans la Caraïbe. Il y en a dans la Caraïbe d'ailleurs. Des courses qui attirent des bateaux de gens très fortunés et qui viennent avec ce potentiel, ce pouvoir d'achat qui doit nous profiter également. Donc dans cette sphère-là, il y a de quoi investir, être conquérant, comme je le disais. Et plus encore, il s'agit, au-delà de tous ces aspects-là, s'assurer de développer un vrai savoir-faire qui est exportable.
qui est exportable ici, dans la Caraïbe, partout où on fait des courses. Donc il ne faut pas manquer d'ambition. Je pense que la Guadeloupe a suffisamment d'histoire. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse en marge de la réponse que j'ai donnée. C'est aussi ce que soulignaient Victor et Claude. C'est dans le domaine de la culture, on est encore trop ignorant de notre propre histoire. De notre propre potentiel, mais de notre propre histoire. Il y a des gens qui ont façonné l'identité maritime de Guadeloupe dans ces aspects-là, pas seulement dans le nautisme, dans des aspects maritimes. Mais on a une grosse méconnaissance. Une très grande méconnaissance. C'est pas enseigné à l'école. Aller interroger un quelconque élève d'un quelconque niveau scolaire, il ne saura pas vous donner en fait finalement toutes les références dont on a fait état. Il y a j'allais dire des personnages illustres qui ont fait l'histoire maritime de la Guadeloupe. Et puisqu'on s'intéresse à l'économie bleue, j'ai du mal dorénavant à utiliser ce terme-là parce que souvent il est un peu galvaudé. Derrière, il faut y mettre un véritable contenu. Donc l'affaire historique, même presque mémorielle, elle est importante du point de vue de la culturation pour dire le cabotage existait en Guadeloupe. J'allais dire le commerce maritime entre Saint-Pierre et Miquelon a existé en Guadeloupe. Donc il y a eu des choses qui sont constitutives d'une culture que l'on méconnaît. Et il faut d'abord la connaître les gens qui ont bâti cette identité, et à nous ensuite de l'upgrader, d'aller encore beaucoup plus loin. On dressait, j'allais dire tout à l'heure, un constat encourageant. J'appelle un constat encourageant parce que les gens qui sont là sont optimistes par nature sans doute, et un peu militants sans doute. Mais il ne s'agit pas simplement d'être optimiste. Il faut, encore une fois, être convaincu qu'il y a un potentiel et simplement pas faire des discours qui sont juste pour entendre. Il faut aller pragmatique. Il faut aller beaucoup plus loin, de façon coordonnée, et les sujets de gouvernance, en fait, finalement, entre les politiques, j'allais dire, la façon de coordonner et d'ordonner tout ça. Mais également la société civile, les investisseurs privés. La chose ne peut pas reposer uniquement sur la force publique. C'est sûr. Et si on veut qu'elle repose sur les initiatives privées, encore faudrait-il que le maximum d'entre nous soit acculturés, soit conscient des enjeux. Lorsqu'on a un peu d'argent, il faut l'investir dans ces métiers-là parce que c'est l'avenir. Si on veut gagner, il faut miser. Il faut absolument miser. Et tout ce que l'on fait dans la course au large, c'est de la représentation aussi. C'est faire valoir que on y a notre place. C'est aussi pour cela que simplement la représentation guadeloupéenne dans ces courses-là est importante d'un point de vue sportif sans doute, mais encore plus d'un point de vue symbolique. C'est nous Adam aussi quoi. Nous Adam aussi, mais il ne faut pas nous Adam rien qui pour mener bateau, pour mener bateau, pour faire course, pour amuser nous. Il faut nous Adam pour nous construire le pays là. Et à toutes les strates, toutes les couches effectivement de la discipline. Partout, dans les sujets environnementaux, universitaires, historiques, sociologiques, techniques, technologiques, enfin, j'en passe des meilleurs. C'est là, en fait, finalement, que doit se construire aussi les solutions de demain, le transport maritime, les alternatives, etc. C'est d'une complexité folle. Et oui, on est tous passionnés, en fait, finalement, et convaincus que ça arrivera. Je pense qu'on a raison avant les autres, c'est tout. Oui, ça arrivera, mais ça ne se fera pas tout seul. Mais en fait, ça ne se fera pas tout seul, ça arrivera. La Guadeloupe est condamnée à être maritime, c'est une île dans un océan. On n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on le comprenne et qu'on y aille franchement. Elle était maritime. Ce dont on parle, l'histoire du transport maritime dans la Caraïbe, c'était nord-sud. Ça n'a jamais été est-ouest, en dehors de la mauvaise période de l'esclavage. Mais à partir du moment où ces peuples étaient présents sur leurs îles, le transport se faisait nord-sud. On partait de la Guyane pour aller jusqu'en Nouvelle-Orléans éventuellement, et on passait sur toutes les îles. Et des familles guadeloupéennes se sont retrouvées sur d'autres îles de la Caraïbe. Aujourd'hui, parlant anglais, il y aurait un vrai sujet de relier ces gens-là au travers d'une manière nouvelle d'appréhender le commerce et la connaissance de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Guadeloupéen prend l'avion, il va à Paris, mais est-ce que par l'intermédiaire du bateau, tout simplement, parce que de toute manière, on retournera sur des bateaux, quand je dis ça, c'est une nécessité. Et ça sera aussi à la voile, ça sera le sens de l'histoire, qu'on le veuille ou non, et à un moment, il n'y aura plus de pétrole, il y aura peut-être
on trouve des solutions, on cherche des solutions, mais peut-être que la voile, c'est une des solutions. Et on sera obligé de se reconnecter aux autres îles de la Caraïbe. Et il faut que cette histoire de nos anciens apparaisse, soit là, soit présente, soit qu'on ait des noms. On a eu des noms des sportifs, mais il faut qu'il y ait des noms de gens qui ont créé ça en temps longtemps. Pourquoi pas ? Il y a vraiment un sujet là. Il y a un vrai sujet. Et du coup, les peuples caribéens seraient fiers d'appartenir à un bassin caribéen qui essaye de se réunifier. Moi, je le vois que comme ça. Il y a beaucoup de travaux déjà en ce sens. On voit que la région Guadeloupe essaie de se rapprocher par le biais de l'OECO. Mais vous, le nautisme, donc, effectivement, ça pourrait être une base pour se rapprocher déjà en physique, ne serait-ce que ça. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, le transport maritime sur la Guadeloupe, c'est les Saintes, Marie-Galante, Désirade, mais c'est aussi la Dominique. Dans certains jours, c'est la Martinique. Mais pourquoi ça ne serait pas Sainte-Lucie ? C'est aussi Sainte-Lucie. On en parlait tout à l'heure, voilà. Sainte-Lucie, on a bien besoin de... Et pourquoi pas aller encore plus loin ? Il y a un projet, il y a un sujet réel des peuples de la Caraïbe pour reconnecter toutes ces îles, pour avoir une force. Déjà, sur le plan international, ça serait intéressant. Et il ne faut pas oublier, une des rares zones au monde à avoir plutôt de la sécurité. Les gens naviguent ici en toute sécurité. Aujourd'hui, il y a la moitié de la Méditerranée, elle est quasiment plus accessible. J'entends qu'il y a des pirates. Oui, il y a beaucoup de piraterie en mer. Oui, bien sûr. Mais ici, ça n'existe pas. Donc, et les gens qui naviguent le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils viennent aussi ici. Alors, bien sûr, on a les alizés, bien sûr, on a plein d'éléments, on a des belles îles. Mais c'est aussi une zone sécurisée. Et ce n'est pas que la Caraïbe, ça va aussi plus loin. C'est l'Amérique centrale et c'est l'Amérique du Nord. On est sur un bassin qui relie c'est l'Amérique. On va dire on est le trait d'union de l'Amérique quelque part. Donc à exploiter. C'est pas un retour vers le passé. Non, c'est une continuité et se replonger dans notre histoire. Notre histoire, elle est caribéenne. Juste un petit point, en fait, la Caraïbe, c'est pas seulement les îles. Ouais. C'est aussi tout le Golfe. En fait, finalement, c'est la mer, en fait, finalement, qui est la mer Caraïbe. On voit les îles, mais on voit pas la zone maritime. Il y a la zone maritime, mais il y a tous les pays qui bordent dans la partie ouest de la mer des Caraïbes. C'est aussi la Caraïbe. Donc, en fait, c'est un ensemble d'îles plus des terres. Voilà, donc il y a plus qu'un potentiel. Il y a des sujets véritablement géopolitiques dans lesquels on doit rentrer. Monsieur Noël. J'étais bien étonné de ne pas encore entendre ce mot-là, mais c'est une question hautement politique. Puisque il faut une politique autour du nautisme, mais vraiment, comme M. Chipotel le dit, global en fait, toute pas que sportif. Et soit anglophone, soit hispanophone. On est les Français isolés avec une gouvernance qui se fait à 8000 km. Et donc, c'est pas toujours simple pour nous. Nous qui sommes des pionniers, nous avons toujours parcouru le bassin caribéen, mais nous apparaissons comme des pionniers. Il ne faut pas que ça soit des pionniers. Il faut que c'est pour everybody. Tout le monde doit traverser la Caraïbe. On y va maintenant en compétition. On rencontre nos pairs. On est dans la confrontation. D'accord ? Après ça, il faut vraiment tracer des lignes économiques, culturelles. Si ça se fait déjà. Avec le CORICA, avec d'autres organes. Non, ça se fait, mais pas comme ça doit se faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la Guadeloupe, sous une forme qui doit exister, doit être libre de lier commerce avec la Dominique sans toujours passer par demander que ça soit tout à fait naturel et que ça soit, si j'ose dire, des initiatives locales guadeloupéennes avec des Dominicains, parce que ça s'est toujours fait. Dans le passé, lorsqu'on regarde le passé historique, eh bien la dissidence tient. Les Guadeloupéens passaient par la Dominique pour aller et faire la guerre avec le général de Gaulle. On savait faire à ce moment-là parce que c'était la guerre. Donc on savait très bien ouvrir les frontières, laisser passer des Guadeloupéens, des Martiniquais qui partent par la Dominique et qui vont en Angleterre. Et aujourd'hui, eh ben c'est réduit là, c'est le tourisme, on y va, on compte un par un, on regarde qui fait. Il y a une période où la coupe de la canne, et ça s'est encore fait récemment sur Marie-Galante, où les coupeurs de canne de la Dominique, comme les Saint-Luciens viennent à Martinique pour la récolte, ça se fait tout naturellement. Il ne faut pas que ça se fasse pour des métiers qui sont pauvres et qui entretiennent la misère, ou bien de façon tout à fait exceptionnelle, et qu'il faut que ça se fasse régulièrement et que les frontières
doivent exister, c'est un pays, la Dominique, avec un gouvernement, avec des frontières, avec un service de douane. Mais la Guadeloupe doit être, et probablement comme ça, sauf que lorsqu'on regarde les échanges économiques ne serait-ce qu'entre la Dominique et la Guadeloupe, c'est quoi? Entre nous et Saint-Kitts, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Entre nous, non. C'est vraiment non. pas grand-chose. Et donc, c'est forcément, à un moment donné, il faudra bien qu'on parle politique. On peut tourner autour du pot comme on veut. À un moment donné, il faudra bien qu'on soit libre de lier commerce et de... Parce que ce que vous dites, c'est central, puisqu'on est toujours en train de débattre sur effectivement les liaisons qu'on doit établir avec nos voisins caribéens. On sait qu'au niveau aérien, bon, ça passe pas. Vu que c'est très tributaire des compagnies aériennes, dès qu'elles n'ont pas certains niveaux de revenus, elles ne vont pas s'installer sur le marché. Oui. Ce serait plus facile donc en termes nautiques, beaucoup plus facile. Alors, je ne sais pas si ce serait plus facile, c'est complémentaire. Il ne s'agit pas d'opposer l'aérien au maritime. Hein. Il s'agit de comprendre. Non, mais si on n'arrive pas sur l'aérien, on va essayer peut-être le il serait bien maritime. qu'on y arrive des deux côtés. Après, moi, je ne suis pas en fait finalement dans l'incantation où il n'y a qu'à faire. Je ne fais pas mine de tacler qui que ce soit parmi nos politiques. Je pense que globalement, ils sont conscients. Il n'y a qu'à voir les actions et les aides qui nous sont portées. Enfin, il ne s'agit pas de faire la promotion ni de la politique régionale ni celle du département ici. Mais il y a quand même des décisions qui ont été prises qui témoignent bien en fait plus qu'une sensibilisation, d'une compréhension de ces enjeux-là. La base nautique régionale que l'on occupe, le CNRBT à Basse-Terre, j'allais dire celle de Petit-Bourg, également la base nautique de Basse-Terre, enfin bref. Oui. Et dans les communes aussi, dans la Nord-Basse-Terre. Oui, il y a des efforts à ce niveau-là. J'ai rencontré M. Abidjan Baron qui a totalement compris les enjeux liés en fait, finalement, au développement de ces unités-là. L'idée dorénavant, c'est d'avoir une coordination, d'avoir en fait, finalement, tout le monde qui tire dans le même sens, avec des éléments programmatiques, avec une vision réfléchie et j'allais dire installée dans le temps et bornée en intégrant toutes les problématiques corollaires. J'ai parlé de l'environnement. Avec dorénavant, vous avez parlé d'experts tout à l'heure, c'était là où il y a une nécessité de faire intervenir des experts environnementaux pour éclairer ces politiques publiques qui doivent en fait finalement, j'allais dire, être un marqueur de la transformation de notre territoire. Et ça va très loin, c'est sur les aménagements et les infrastructures qui sont construites, c'est pas simplement de construire avec des fonds européens, il faut construire avec des fonds européens, mais dorénavant, construisons pour structurer un territoire, pour aménager un territoire, en phase avec le discours que l'on porte sur l'économie bleue, transformer notre littoral, transformer nos bourgs, transformer en fait finalement. Je serais mort depuis, j'allais dire très dans longtemps, quand j'espère que cette chose-là s'exprimera. Mais la construction de nos bourgs, les infrastructures dans le domaine des alternatives de transport maritime est un exemple. C'est le cœur du problème. C'est un ensemble de choses qui doivent être considérées à l'aune, j'allais dire, d'une politique globale pour le territoire, avec des acteurs politiques qui s'entendent sur ce qu'ils ont envie de faire. Parce que là, en fait, quand on vous écoute, on a un bel atout. On a un atout très sérieux qui est effectivement le nautisme. On a une expertise, on a la main-d'œuvre, on a tout ce qu'il faut effectivement pour atteindre un résultat. Mais, regardez bien, on n'arrive même pas à mettre en place un transport même pas inter-île, mais j'ai entendu parler, il y avait la navette qui devait être mise entre Jarry et Petit-Bourg par exemple. On a parlé de Port-Louis, relier Port-Louis à Sainte-Rose. On parle de relier la Côte-sous-le-Vent à Terre-de-Bas, puisque Terre-de-Bas est littéralement coupée du monde. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place... Moi, je ne sais pas répondre à pourquoi on n'y arrive pas. Je sais voir tout simplement qu'il y a des acteurs, y compris nos politiques, qui sont totalement conscients des enjeux, oui, qui sont sans doute aussi convaincus, parce qu'ils le témoignent aussi dans ce qu'ils veulent accompagner. J'ai pas dit que l'affaire était simple. On imagine. L'affaire est loin d'être simple et moi je ne fais de leçon à personne ici ce soir. L'idée c'est de simplement, au-delà de la conscience que chacun a de cette affaire-là, c'est d'être en capacité de véritablement impulser une convergence de ces politiques publiques et de les coordonner. Donc c'est aussi un problème de gouvernance. Je ne veux pas m'hasarder à être
experts institutionnels ou... Ah non, mais c'est eux qui nous porteront les réponses à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont suffisamment... Mais en tout cas, en termes de logistique, en termes de personnes, en termes de main-d'œuvre, oui, on n'a pas de souci à ce niveau-là. La Guadeloupe produit aussi des intelligences. Il y en a ici, déjà. Voilà, à côté de moi, il y a des gens qui savent conseiller. Quoi. Mais je pense que... Vas-y. Je pense que... Il faut aussi aujourd'hui arrêter de n'attendre que des politiques la solution. Ce n'est pas leur travail de porter toutes les solutions. Je pense qu'aujourd'hui, cette transformation vers le nautisme, en tout cas cette prise de conscience dont on a fait le constat que les Guadeloupéens ont maintenant, doit se transformer. Maintenant, il faut passer à l'action. Et l'action, c'est l'affaire de tous. C'est des partenaires privés. Des partenaires privés, mais c'est l'affaire de toi, de moi, de toutes les personnes qui sont ici. Toutes les énergies aujourd'hui, si on arrive à les faire combiner dans une politique, on va dire, globale, que tout le monde prenne conscience qu'il faut suivre ce schéma de développement de la Guadeloupe au travers du nautisme vers les îles de la Caraïbe, et plus encore, qu'elle soit sportive, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, c'est l'affaire de tous. Et ça ne peut pas être porté par une seule personne, comme Karl l'a très bien dit. Effectivement, il faut aujourd'hui des experts, il faut aujourd'hui établir un véritable plan et non pas juste garder des jolis mots. Enfin, moi, je dis l'économie bleue, c'est un joli dossier sur un coin de bureau. Pour moi, c'est l'économie bleue, je la résume comme ça. Très galvaudé. Voilà. C'est très bien parce que ça montre quelque part qu'il y a, oui, une prise de conscience. Maintenant, il faut dépasser juste ce stade de prise de conscience. Et ça, beaucoup de collectivités ont fait ce pas. Je vois la ville de Petit-Bourg, la ville de Cette-Rose avec la base nautique, on le voit sur le domaine sportif. Nous c'est notre domaine de prédilection, on va dire, mais on le voit aussi avec des idées qui ont commencé à émerger, mais maintenant, il y a besoin de transformer ces idées ou de continuer à donner, on va dire, ce coup de pouce pour continuer à avancer. Je voudrais juste ajouter un mot pour un peu bien synthétiser, qu'on comprenne bien ce que nous sommes en train de dire là. Les initiatives sont là. Il y a beaucoup d'aide. On dit toujours pas suffisamment parce qu'on n'a pas encore les millions d'enfants qu'on souhaite voir sur l'eau. Et donc on dit continuons. C'est la bonne voie. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est aussi qu'on est conscient que le domaine maritime, c'est pas forcément le champ c'est le domaine de l'État. Faut bien... À la base. C'est à la base. Partons de ça et commençons la discussion. C'est le domaine public de l'État. Donc forcément, les élus et la politique guadeloupéenne doivent converger avec les services de l'État et ses forces vives et ses forces économiques pour penser ensemble. C'est de ça qu'on parle là, penser ensemble. C'est pas chacun qui doit prendre une initiative dans son coin en disant moi je fais ceci, je fais une base nautique. On a l'impression que c'est plutôt ça. Eh bien, nous on rêve de cette cohésion, de cette vision commune de ce qu'on doit faire pour structurer ce pays-là et pour que les emplois qui sont créés profitent aux Guadeloupéens. On a un taux de chômage incroyable et il y a quand même des emplois qui se créent dans ces secteurs-là. Eh bien, il faut que ça soit pensé par les Guadeloupéens et avec le soutien de l'État et de l'Europe pour les Guadeloupéens. C'est ce qu'on dit tout simplement. Je voudrais enfoncer une porte ouverte. C'est celle où on avait tous dit à peu près la même chose, mais Rodolphe l'a rappelé. Oui, je pense quand bien même on aurait toutes les politiques publiques et tous les politiques qui convergent, ça ne pourra jamais se faire sans ce qu'on appelle le peuple de Guadeloupe. Et la question de la culturation, de l'éducation maritime est fondamentale. Il suffit dorénavant de se cacher derrière une histoire traumatique des afro-descendants. Il faut sans doute la connaître, cette histoire, mais ne pas se limiter à se dire qu'on est condamné à un traumatisme initial, voilà, d'être arrivé à fond de cage, je l'entends encore, voilà, et que pas habiter en nous, quoi. Alors, mais là, c'est ça qu'il faut détruire. Et moi, c'est pas très très vrai, en fait. Ce qui est complètement faux. En fait, vraiment, ce qui est absolument pas vrai. Alors oui, il y a cette dimension. Oui, elle est imparable, mais les choses sont beaucoup plus complexes. Si on considère que le peuple de Guadeloupe est à la fois une combinaison, un millefeuille à la fois de différentes
ethnie, d'une agrégation en fait, finalement, de cultures venues d'ailleurs, c'est évidemment beaucoup plus qu'un simple traumatisme. Et d'ailleurs, dans les faits, l'histoire maritime de Guadeloupe le montre par la construction navale, par le cabotage qui existait et tout ce qui existait. Donc il faut arrêter de dire qu'elle en met la patte en nous. Enfin voilà, c'est pas habité en nous, etc. Ou bien parce qu'il y aurait quelques raisons en fait finalement de le penser. Donc c'est une véritable révolution culturelle. C'est une révolution culturelle qui ne peut se faire que dans les écoles. Qui doit commencer dans les écoles et se poursuivre dans les familles. Mais il y a aussi l'usage courant. Moi, je veux dire, si on a la Martinique, par exemple, moi j'aime bien leur exemple, puisqu'ils ont réussi à mettre le transport maritime entre les 3 îlets et Fort-de-France, par exemple, en place. Si déjà on avait la possibilité d'avoir ça régulièrement. Alors, l'histoire géographique de la Martinique est légèrement différente. Il y a toute une côte soulevant, en fait, vraiment, qui peut-être permet un certain nombre de solutions. Et puis, il a fallu atteindre le collapsus sur la Terre. C'est lorsqu'on en a plein les bottes des embouteillages, on y viendra. De toute façon, c'est ça, mais au bout d'un moment, on ne pourra pas construire des routes partout. Déviation ne va peut-être pas suffire. Voilà, il y a des sujets comportementaux, il y a des sujets infrastructurels qui devront aboutir en fait finalement à une réflexion et de se dire, il faudra vraiment qu'on organise le transport maritime avec des alternatives et des risques aussi on n'a pas parlé de la partie là, du versant risque, y compris des risques climatiques, qu'il faudra en fait intégrer dans notre réflexion. En tout cas, je reviens sur ce que disait, oui, sans doute les politiques, on a surtout les politiques qu'on mérite, mais bien sûr. Donc du coup, je trouve qu'en fait, finalement, il ne s'agit pas en fait finalement de ne pas se reconnaître dans ceci. Ils sont ni moins. On a plutôt intérêt. Ils sont pas pires ou meilleurs qu'ailleurs. Mais si on veut que le projet soit unanime. Le peuple de Guadeloupe n'est pas pire ou meilleur que notre. Donc nos politiques n'ont aucune raison d'être pire ou meilleurs que d'autres. Bref, j'espère qu'ils sont quand même meilleurs. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question d'éducation et une question qui concerne tous les Guadeloupéens. Et il faut arrêter de se dire en fait vraiment que la solution viendra uniquement en fait finalement de gens qu'on aurait élus pour prendre des décisions. Elle vient de nous, de ce qu'on veut faire, plutôt en fait finalement que de succomber à des facilités de consommation. Il est tellement plus riche que d'emmener son enfant en fait finalement découvrir son environnement maritime, en fait de la culturer, de lui expliquer en quoi ce qui l'entoure est une opportunité et pas quelque chose qu'il doit craindre en pelle en mer. Tous les proverbes qui vont derrière, on met pas ni pied bois, continuer à cultiver en fait finalement cette espèce de défiance vis-à-vis de notre environnement maritime, mais plutôt construire un amour pour celui-ci dès l'école maternelle. Et puis ces enfants-là vont porter cette affaire-là chez leurs parents. Et oui, c'est une révolution culturelle qu'il nous faut. Il y a forcément quelques héros guadeloupéens qu'il faudrait aller rechercher. Et je ne parle pas des vivants, je parle en pas longtemps. De gens qui ont existé, qui ont fait le cabotage, qui ont fait l'histoire. On va prendre simplement dans la famille Brudé. Il y a forcément avant des gens qui ont fait le transport maritime de la Caraïbe à la voile ou sur d'autres modèles. Et peut-être que ces héros-là, il faut les mettre dans les livres d'histoire et les initier aux enfants de nos écoles. Ah, moi je suis absolument pour, parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire et qu'on maîtrise aussi les grands noms de ce pays, les familles qui ont, comme la famille Forbien, à un moment donné, il faudra qu'on parle de la famille Forbien qui nous fait rayonner aussi en termes de construction navale. Mais justement, vous avez touché un point sensible aussi, c'est que le politique ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais l'aspect le privé justement, les entreprises qui peuvent développer la discipline, qui peuvent miser un billet pour gagner en retour. Pourquoi on n'a pas cet essor, cet engouement pour le transport, même au niveau privé? Alors, très clairement, c'est aussi une question culturelle et de choix. Et là, il s'agit de convaincre ceux qui ont ce pouvoir économique, la capacité d'investir, de le faire dans ce domaine-là. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des porteurs de projets. Parce qu'on a quand même une société allemande qui vient pour récupérer... C'est parfois un peu plus complexe que ça. Oui, on imagine bien. Mais l'idée, c'est que, oui, je suis totalement en phase avec ce propos-là. Il s'agit de convaincre, y compris lorsqu'on prospecte pour les questions sportives. Il ne s'agit pas que en tout cas, lorsqu'on le fait à la NASA, il ne s'agit pas que de vendre, j'allais dire, des perspectives de visibilité sur des événements sportifs. En faisant lorgner, oui, il y a de la visibilité qui augmente le chiffre d'affaires
de ces entreprises-là, mais il y a aussi, doit y avoir en tout cas la volonté d'investir, mais d'investir réellement, et j'allais dire dans le sens propre du terme, d'investir financièrement, mais d'investir le milieu du nautisme avec ceux qui ont la capacité de le faire. Il y en a qui ont la capacité de le faire en Guadeloupe, qui jouent un peu plus le jeu et qui sont dorénavant à convaincre. Ces gens-là ne sont pas fustigés, mais à convaincre de l'intérêt de le faire. Parce que tout simplement, ce sont aussi des calculs, qu'ils doivent entendre, que leur seront bénéfiques. Ce n'est pas simplement de la philanthropie ou au titre de la responsabilité sociale des entreprises. Ils doivent être convaincus que c'est un investissement d'avenir et que ceux qui ont la capacité de le faire et qui miseront en prenant parfois au début un minimum de risques, ce sont le jeu, ceux qui en fait, c'est le monde de l'entreprise, c'est comme ça. Il faut les convaincre. Moi, je suis dans le monde maritime, mais complètement. Ça fait 40 ans que je travaille dans les chantiers navals. Je viens de passer 3 jours à Antigua. Et Antigua, c'est aussi l'île de Barbuda, qui est à 9000 de Saint John. Les bateaux qui font la liaison entre Saint John, la capitale de Antigua, et Barbuda, qui est une île comme les Saintes, c'est 9000 et c'est des vieux bateaux. Ils ont fait des bateaux où ils ont récupéré des bateaux qui sont à l'image de ce qu'ils peuvent faire. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a habitué ces 20 dernières années, 25 dernières années, à pouvoir aller à Marie-Galante en 40 minutes. D'accord ? Sauf que dans le même temps, les bateaux coûtent de plus en plus cher et le fuel a été multiplié par 3 ces 5 dernières années. Aujourd'hui, quand vous prenez le bateau pour aller à Marie-Galante, le billet, c'est 22 €. Sur ces 22 € aller simple, il y a 11 € de fuel. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de se dire, au lieu de mettre 40 minutes pour aller à Marie-Galante, on va mettre peut-être 1h30. Mais si les gens continuent à vouloir aller en 40 minutes à Marie-Galante, on ne va pas y arriver. On sera contraint de revenir sur des bateaux qui vont aller moins vite et on n'appréciera plus, alors qu'il y a peut-être d'autres manières de le faire. Et d'initier nos jeunes à accepter d'aller en mer, parce que c'est aussi la temporalité qui va venir. Voilà, c'est la temporalité qui va décider. C'est le prix du billet, c'est aussi des contraintes, et ces contraintes, il faut peut-être que ça sera à la voile un jour et ça ne sera pas 1h30, ça sera 2 heures. Mais si aujourd'hui on continue nous à vouloir aller en 40 minutes, et à un moment ça passe plus. Et ça, il y aura des choix à faire, concrètement. Cette réflexion, il faut se la faire. Hein. C'est très, très, très important. Et c'est pareil pour les gens qui vont aux Saintes. Alors, c'est moins vrai pour les Saintes en partant de Trois-Rivières, parce que la distance est plus courte. Alors, c'est que 20 minutes. Mais la répercussion du prix du fuel sur les prix, vous avez tout à fait raison, c'est énorme. C'est monstrueux. C'est de plus en plus conséquent. Exactement. On le voit dans l'aérien, ça pose problème. Et ça ne pourra pas exactement. C'est vrai, exactement. Donc, il y a un moment, il faudra mettre les choses à leur place et l'expliquer. Alors, peut-être que pour une certaine génération comme nous qui avons connu ce grand confort de la vitesse, génial, on va peut-être dire non, nous, on n'accepte pas. Mais nos enfants, il ne faut pas qu'on les éduque avec cette envie simplement d'aller vite parce que ça va vite, non. En tout cas, pas aller vite avec les moyens qu'on a. Exactement. Ça ne fonctionnera pas. Exactement. Mais pour répondre à ta question, l'investisseur, de façon générale, il faut le convaincre. Quelqu'un ne va pas sortir et dire tiens, je vais mettre un billet sans être sûr derrière, comme Carl l'a très bien dit, d'avoir un retour et d'avoir un minimum de risque pour sa société. Derrière, nous, c'est ce qu'on fait dans nos projets sportifs, c'est ce qu'on fait finalement tous dans nos projets de vie. Il faut convaincre l'investisseur. Et dans, pour moi, les arguments qu'on a pour convaincre un investisseur, il faut déjà aussi, nous, comme Claude l'a très bien dit, nous convaincre de peut-être changer notre mode de consommation. Et dans notre mode de consommation, il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a des alternatives à la vitesse, il y a des alternatives aux moyens de propulsion, il y a des alternatives à la façon dont on consomme, ce qu'on va produire, etc. Et en fait, il y a vraiment, cette question, elle est vraiment très, très large. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à porter, parce que de toute façon, à un moment, on n'aura plus le choix. C'est aussi simple que ça. C'est pour bientôt. Hein. Voilà. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. On sait très bien que
la circulation routière, ça va empirer. On aura de plus en plus de véhicules. Ils savent qu'ils ne peuvent pas élargir un grand nombre de voies ici en Guadeloupe. On sait qu'on n'aura pas les couloirs de bus, donc que le transport ne sera pas organisé avant plus d'une décennie. Et donc forcément, le nœud du problème, il va falloir passer par la mer. On le sait. Il y a eu la tentative sur le bus des mers à partir du Memorial Act. Les gens prenaient déjà le pas, mais ça n'a pas duré avec le Covid qui est arrivé. Mais moi, je reste convaincu que si on offre aux gens la possibilité Exact. je suis sûr qu'ils se tourneront vers le transport maritime, éviter les embouteillages et faire un Jarry-Petit-Bourg rapidement, ou bien Jarry-Gouayave, ou peu importe. Donc, je suis sûr que tout le monde adhérerait au projet. On est d'accord là-dessus. Je pense, oui. C'est une vision d'ensemble qui concerne la mobilité en Guadeloupe et comment on construit une mobilité à la fois, pas en opposant le maritime au routier, mais avec de savants équilibres sur, premièrement, le transport collectif. Il faudra bien arrêter au bout du moment que chacun roule dans son véhicule. C'est une hérésie. Donc, au bout d'un moment, il faudra bien qu'on arrive à un terme. Et puis, la technologie et le progrès, en fait, finalement, du transport maritime a rendu beaucoup plus accessible. Quand bien même il doit peut-être décarboner, il y a aussi des sujets de décarbonation, de temporalité maritime, d'organisation de vie qui vont changer, mais ça va dans une réflexion globale. Et le transport maritime ne pourra se faire qu'avec, j'allais dire, une coordination globale terrestre également, parce que les bateaux ils doivent bien partir d'un endroit pour arriver à un autre endroit et avoir de la continuité, j'allais dire, des transports intermédiaires. Et si je viens à un port à Anse-Bertrand et que je garde ma voiture, je dois pouvoir en fait finalement faire ma journée de travail ou faire tout ce que j'ai à faire en la laissant dans un parking sécurisé à Anse-Bertrand. Il faut penser à tout ça aussi. Partir, etc. Donc c'est une vision globale qu'il faut avoir. Les initiatives régionales qui ont été prises, à mon avis, étaient les bonnes. Elles ont eu le tort peut-être d'arriver à un moment où la période était tendue. Voilà, ça n'était pas prêt. Je le redis, c'est pour entendre des interlocuteurs, notamment régionaux, ou également, en fait, finalement, en tout cas, beaucoup de nos décideurs. Je pense qu'il y a une volonté de bien faire. Dorénavant, il faut que tous les acteurs, y compris, pas seulement ceux-là, ceux qui ont la capacité d'agir dans la société civile, j'allais dire pas seulement les investisseurs, mais tout le monde soit conscient. Après, il faudra que la Guadeloupe soutienne le projet, soit conscient des enjeux et finance. Soit conscient des enjeux et que tout le monde, plutôt que de pointer des responsables trouvés et toujours expiatoires, il faut savoir prendre sur soi et de se dire j'ai ma responsabilité et mon rôle à jouer là-dedans. Arrêter de reporter effectivement la responsabilité toujours sur autrui et essayer effectivement de se blâmer peut-être en premier lieu et trouver des solutions. Je souscris totalement. Avant de se quitter, puisqu'on a beaucoup débattu de la vision effectivement du nautisme ici, il faut quand même parler de Kenny, puisque Kenny a pris le départ hier. Visiblement ça s'est bien passé pour lui au départ, mais ce matin le temps s'est un petit peu gâté. Victor, vas-y, c'est lui. Je crois qu'il a été désigné d'office. Visiblement, j'ai vu tous les regards se tourner vers moi. Donc oui, effectivement, il a pris un très beau départ. De toute façon, il y avait de très belles conditions sur la ligne de départ, parce que j'ai malheureusement pas vu le départ, mais j'ai eu pas mal d'amis et d'ailleurs l'équipe de Canal 10 a été vraiment en première ligne. Vincent, voilà, salut Vincent et Greg, toujours là. Donc oui, très très beau début de course. Donc on voit que le bateau glisse très bien, ils ont l'air d'être bien dans le match. Donc maintenant c'est vrai que là avec l'arrivée de la tempête sur le golfe de Gascogne, les conditions étaient un petit peu musclées, voire même bien musclées. Maintenant l'organisateur avait aussi mis une marque de parcours de façon à très rapidement permettre à la flotte de s'écarter du gros de la tempête qui se situait plutôt vers le nord. Donc là je pense qu'ils sont en route pour Marie-Galante et puis à mon avis ça va aller de plus en plus vite. Il veut un petit podium cette fois-ci. Je lui souhaite. Qui le donne gagnant? Au moins sur un podium. On va prendre les pronostics. Il y a du gros niveau. Il y a vraiment du gros niveau sur cette course. Et puis c'est la première fois que ces bateaux font une transat en équipage réellement, un vrai équipage. C'est-à-dire ils sont généralement c'était 3. C'est-à-dire qu'on connaît le solo, on connaît le double. Et là, 3, ça peut faire vraiment accélérer de manière conséquente le bateau. On va découvrir une autre manière de naviguer parce que ce n'est pas des bateaux très compliqués à faire marcher,
Mais quand tu as 3 bonhommes à bord, si les 3 s'entendent bien, ça peut aller vraiment très vite. Si les 3 viennent, ça s'entend bien. C'est ça. C'est parce que autant un équipage rompu et suffisamment intelligent pour s'entendre très rapidement fait marcher très vite un bateau, autant un équipage qui prend du temps à trouver ses manques peut vite tâtonner et que ça tourne au plus vite là. C'est ça. Ce ne sera pas le cas de Kenny. J'espère que bien que non. Non. Je suppose qu'à bord il y a suffisamment d'intelligence pour que, même si ça prend un petit peu de temps pour trouver ses manques, mais qu'ils sauront bien faire avancer le bateau. Il y a déjà au moins, dans le trio, il y a au moins une complicité déjà avec, comment s'appelle-t-il déjà, son coéquipier de la Jacob. Ouais, tout à fait. Donc Ça fait déjà 2 sur 3. ça fait déjà 2 sur 3. C'est déjà une bonne chose. Combien de temps le pronostic pour son arrivée? C'est compliqué parce que Ouais. ils ont une dorsale à passer dans les 3-4 jours là, qui viennent. Et il y a des choix à faire le long du Portugal. Là, ça va pas être simple. Là. Alors, une dorsale anticyclonique. Hein, Ouais, et c'est en fait, pour que tout le monde comprenne. Oui, ce serait bien quand même. On est un peu profane, nous. Il y a une zone sans vent qui après la tempête, qui se présage devant eux, et il y aura des choix qui vont se faire à ce moment-là, qui vont déterminer à la sortie de cette dorsale, cette zone sans vent, de qui sera devant et la route à faire. Parce qu'il y aura la route sud ou la route directe. Voilà. Et ça, bon, c'est passionnant pour nous, c'est passionnant. Ils reçoivent des directives. Ils peuvent recevoir des directives. Non, des c'est conseils. interdit. C'est interdit. Interdit. Pas de routage à terre. Pas de Donc communication. pas d'aide aux décisions stratégiques venant de la terre. Donc ils doivent avoir toutes les mêmes informations. C'est un vrai sujet aujourd'hui en mer. Moi, je viens de naviguer sur un bateau où il y a donc Starlink. Aujourd'hui, Vous avez des satellites là-bas. Ouais, non, mais c'est un truc. Non, mais il faut juste imaginer. Aujourd'hui, les mecs traversent l'Atlantique et ils sont sur leur portable pendant la traversée de l'Atlantique. Ils sont Sous-entendu que n'importe quelle information, à l'heure où l'on parle, et c'est une technologie qui a moins d'1 an, tout passe. Tout passe. Il y a peut-être qu'ils nous regardent d'ailleurs en train de. Oui, exactement. Ça dénature pas Non, Alors, non. C'est une autre façon. Non, mais je c'est pense une que autre oui. manière de. Un puriste. On a un puriste. Oui, moi je pense que oui. Ça fait débat dans le monde. En fait, Oui, c'est un vrai débat. Ça fait débat. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais en référence Eric Tabarly, en fait, finalement, où de la Transat anglaise, et pour moi, c'est un peu mythique. C'est le bonhomme, en fait, finalement, il est en rupture de communication, on ne savait même pas où il était. Ouais. C'était aussi ça l'aventure. C'est normal, t'es un ministère à la base. Oui, alors, parce que moi j'ai un biais un peu déformant, c'est que voilà, je suis plutôt du siècle dernier en termes de communication et de réseaux sociaux. Donc clairement, moi je trouve que ça dénature un peu. J'allais dire le mystère que ça comporte en fait finalement et l'éloignement et l'imaginaire qu'on y met. Si ils se mettent aussi à photographier à tout bout de champ ce qu'ils font. C'est ça. C'est qu'on aura du live bientôt. Mais On par aura contre, des non, mais traverses ça, en c'est live. sympa. On a Moi, déjà du live. Ça peut être sympa ce côté-là, par contre. Alors, je sais pas, c'est dans les bonnes proportions. Il y a des entre nous. Moi, je suis pas convaincu que de savoir, que de tout dévoiler, que de tout voir, en fait, finalement. Alors, c'est le juste milieu entre le partage, le partage d'une intensité. Et puis le fait de banaliser, de galvauder quelque chose, en fait, finalement, via une communication à tout bout de champ. Quoi. Parce que vous risquez de vous retrouver avec des skippers influenceurs. Mais On y est déjà. On y est déjà. On vient de Moi, tourner une page. On vient Ouais. vraiment de tourner une page avec la nouvelle technologie. Il y a Starlink et il y a IA. IA Avec l'intelligence artificielle. va te faire la lecture de ta situation Parce météo qu'il à peut l'instant calculer T. des Ah, ben, bien itinéraires. sûr. Oui, Bien sûr. oui, on y est déjà. Là, on est en train de On y est changer déjà. le système de navigation. Là, à l'instant où l'on parle, c'est un truc de fou. D'accord. C'est un truc de fou. Donc bientôt on aura des compétitions peut-être À terre. à terre, Ouais. et des compétitions coupées du monde. Oui. Complètement coupées du monde sans technologie. En fait, ça se trouve, le navigateur de demain sera la partie mécanique d'une intelligence Exactement. embarquée Oui. qui lui dira borde sur la voile maintenant. C'est déjà le cas. Fais tel cap, réveille-toi, va tout coucher. En fait, ce ne serait qu'une partie mécanique et ne serait en fait vraiment que ça me Pour notre génération, à Victor et à moi, et peut-être même Karl, c'est de la science-fiction.
Ouais. On est en train de le vivre en Parce que direct. nous, on bien voit sûr. ça comme il faut savoir lire une carte, il faut savoir Non, lire mais la météo, après- lire le Oui, ciel. il y a des savoirs fondamentaux. Il y a des savoirs Mais quand fondamentaux. on aura ça, Mais ça c'est- disparaît. alors, c'est bien simple. Parmi les skippers modernes, je ne suis pas convaincu que tout le monde sache tenir un sextant effectivement, et Voilà. naviguer. Bien C'est sûr, tout ça, c'est c'est tout évident. ça m'en Voilà. rappelle. Le dernier Vendée Globe, ça fait aussi débat. L'abandon de son nom m'échappe, qui avait une panne de son système électronique Donc là, de navigation. Il a préféré abandonner. Marin, il est perdu. C'est quand même cocasse. Ouais. Oui, que mais Marin après aussi, ne- c'est bien. Voilà, mais ça- il faut aussi dépendant. comprendre Se que débrouiller. les bateaux d'aujourd'hui ne sont pas les bateaux Oui, d'hier. déjà. Moi qui ai Non, navigué en IMOCA, Oui. débouler à 20-25 Oui, nœuds pendant évidemment. 24 heures, déjà physiquement tu es limité, mais ta prise de décision, elle est toujours cruciale, mais tu as encore moins de temps pour décider. Donc aujourd'hui, on a des bateaux qui vont extrêmement vite, comme les Ultimes, comme les IMOCA, même les classes 40 d'aujourd'hui. Les classes 40 d'aujourd'hui et les classes 40 d'il y a 10 ans, c'est absolument plus les mêmes bateaux. Donc on a si aussi, c'est la machine et plus on a aussi l'homme qui besoin doit de ça. faire le boulot. Non, il y a l'homme. L'homme restera toujours le maître à bord. De toute façon, c'est Oui, toi, mais avec la machine, c'est toi tu qui peux allume donner des l'ordinateur, ordres c'est toi qui allume l'ordinateur, c'est toi qui paramètre. C'est vrai, Il y a c'est vrai. un énorme travail derrière. Aujourd'hui, c'est vrai que juste résumer les choses en disant que la machine fait, c'est pas vrai. C'est des heures d'entraînement, Oui, oui, c'est pas si simple que des ça. années d'entraînement. C'est pas t'appuies sur un bouton, Voilà, c'est le pour bateau. pouvoir, Non, il il y a y ça a aussi. un Non, énorme voilà. travail derrière C'est pas ce que et je dis, l'homme hein. restera toujours le maître à bord. Alors, c'est sur le toujours, en fait, finalement. Et le mot de la fin. J'ai pas dit qu'on en était là, mais il faut parfois mesurer, en fait, finalement, la part que la technologie doit prendre dans ce qui doit, moi, à mon avis, rester une aventure humaine. Avec, je dis pas que c'était facile, hein, Ça reste difficile, Ça reste très mais difficile, c'est c'est pas une sinécure. Je suis un peu plus puriste, en fait, Non, il y aura La voile traditionnelle. discipline, de Ouais, toute voilà, façon. c'est ça. On n'a même pas de compas. Traditour. Voilà, traditour. La résume. Hein En tout T'es cas, bien à ta Je me place, souviens Carl. dans la dernière génération qui a fait l'Atlantique en compétition avec la montre et le sextant. C'était en 91, la Mini Transat. la dernière La dernière Mini Transat, je l'ai fait. Et après, ils ont rentré montre plein de et sextant. technologies. Tout à bord. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous parler de nautisme. C'était un plaisir pour moi, effectivement, de vous recevoir. On souhaite bon courage à Kenny. Hein. On lui souhaite quand même un Bien petit sûr. podium, Bien hein, sûr, bien au sûr. maximum. On croise les doigts et on touche du bois. Et on vous souhaite effectivement beaucoup de patience hein, pour le développement de cette activité. Mais je pense que dans la décennie qui vient, on verra de belles modifications ici en Guadeloupe. En tout cas, on attend. Merci encore, messieurs. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain.